Merci de votre attention, madame, monsieur. L'actualité ce mardi, la réforme de l'armée togolaise évoquée encore ce matin à Kara. Le chef de l'État était sur place au camp général Lameyi devant officiers et hommes de rang. En toile de fond de cette rencontre, la mise en place d'un nouveau dispositif de défense et de sécurité au sein des forces armées togolaises. La fièvre Ebola, autre gros titre de l'actualité ce soir. La menace de cette maladie est prise au sérieux. Des mesures préventives ont été en effet prises. Le gouvernement s'est de nouveau réuni ce mardi avec les principaux acteurs impliqués dans la lutte pour renforcer le mécanisme de riposte. Enfin, le système d'enseignement supérieur au Togo, passé au PENFAN depuis ce matin. But de l'exercice, évaluer ce système pour le mettre en adéquation avec les besoins sur le marché de l'emploi. Voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue. Voici le journal. Bonsoir à tous. L'actualité ce mardi est d'abord ce rappel. Il vous souvient, début juin, le chef de l'État a annoncé la refondation de l'armée togolaise. C'était à l'occasion du grand rapport des forces armées togolaises. Annonce réitérée quelques jours plus tard au camp général et à Déma de Lomé. Même engagement réaffirmé ce matin à la garnison de Kara. On regarde d'abord les images de l'arrivée sur place du président Faure Gnassingbé, accueilli, vous allez le voir, par les honneurs militaires. Sur place ce matin, donc au camp général Lameyi de Kara, du chef de l'État, chef des armées, dans la garnison donc, de Kara pour cette cérémonie. Au camp général Lameyi, devant officiers et hommes de rang de la garnison de Kara, eh bien le chef de l'État, chef des armées, a donc réitéré son engagement à réformer l'armée togolaise, à mettre en place un nouveau dispositif de défense et de sécurité de Kara. Les précisions dans cette correspondance de Nestor Moujou et notre bureau sur place. C'est par l'hymne national, expression de leur attachement à la patrie, que les forces de défense et de sécurité de la garnison de Kara ont accueilli cette rencontre initiée par le chef de l'État, chef des armées. Une rencontre qui s'inscrit dans la série d'échanges entreprises par le président de la République dans le processus de la refondation du système de défense et de sécurité. Dans son allocution d'ouverture, le président Faure Gnassingbé a tenu à préciser l'idée qui sous-tend cette réforme. Mon général, chef d'état-major général des forces armées togolaises, monsieur le chef d'état-major de l'armée de terre, monsieur le conseiller spécial, monsieur le chef d'état-major particulier, officiers, sous-officiers et militaires du rang des forces armées togolaises ici présents, membres des forces de sécurité de la garnison de Kara en vos grades et rangs respectifs. Le 5 juin, j'ai annoncé de
devant l'ensemble des officiers réunis au palais de la présidence la refondation des forces de défense et de sécurité. Le 2 juillet, j'ai confirmé devant vos camarades de Lomé ma volonté de voir nos forces s'adapter sans tarder aux menaces nouvelles qui nous entourent et que chacun peut voir se développer dans le monde, mais aussi sur notre continent et plus près de nous, dans la sous-région. La nouvelle organisation militaire territoriale dans laquelle les forces armées togolaises et la gendarmerie nationale rapprochent leurs structures permettra une meilleure efficacité. Cette efficacité se traduira en particulier dans le domaine du renseignement et dans celui de la réaction rapide pour répondre aux situations d'urgence et de crise. L'objectif que nous devons tous partager est de garantir la sécurité de notre pays, notre cher pays, le Togo, contre toute agression extérieure, mais aussi contre toute menace terroriste, quelle qu'en soit son origine. Notre souveraineté nationale ne peut et ne doit être remise en cause par personne. Notre liberté est à ce prix, même si, à aucun moment, nous ne remettons en cause, bien au contraire, une coopération étroite avec nos alliés et nos voisins. Dans cette perspective, la police nationale sera, comme je l'ai déjà annoncé, très vite concernée par cette refondation en gardant bien sûr son caractère spécifique. Rien ne doit nous faire douter de notre capacité à relever les défis de notre temps dans le cadre démocratique décidé par le peuple togolais. Aussi, je compte sur vous tous pour que, sous l'autorité des chefs légitimes que j'ai désignés à votre tête, vous vous engagiez avec force et détermination dans cette refondation devenue aujourd'hui indispensable, sans naturellement jamais renier l'action remarquable menée par vos anciens sous l'autorité du général Yadema, le père de la nation togolaise et fondateur de l'armée. Faisant suite à l'intervention du président de la République, le chef d'état-major général des forces armées togolaises a donné des explications sur les grandes lignes de cette refondation. Il s'agit de la réorganisation militaire territoriale, de la dotation de moyens opérationnels aux forces de défense et de sécurité pour mieux garantir la paix et la sécurité aux populations togolaises. Il a remercié le président de la République qui a déjà donné des instructions pour la mise en œuvre effective de cette réforme. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef des armées, le 5 juin dernier, avec le collège des officiers, vous avez annoncé votre vision pour les forces armées togolaises à travers votre concept de la refondation dont voici les grandes lignes. La création de 2 régions militaires et de 2 régions de gendarmerie dont les états-majors et les centres opérationnels seront côte à côte, comme cela sera le cas dans les 5 secteurs militaires prévus pour épouser les contours des régions administratives. Ce dispositif nous permettra un maillage efficace et permanent du territoire dans lequel nos régiments continueront leur mission traditionnelle. Aussi, le choix de la mobilité et de la rapidité de réaction que vous avez fait, Excellence, avec la création de 2 bataillons d'intervention rapide par région et celle d'un groupement de forces spéciales nous donnera la capacité d'agir sans délai face à toute menace éventuelle. Ce qui nous permettra également de participer avec nos amis et nos alliés à toute action d'envergure hors de notre territoire. Dans la foulée,
vous vous êtes engagé à donner progressivement les moyens nécessaires à la réalisation de cette réforme en fonction des ressources du pays. Aussitôt, joignant l'acte à la parole, cette refondation est en marche. Pour conclure, le président de la République a réaffirmé son engagement pour faire aboutir cette réforme avec la contribution du pays. Rien ne doit nous détourner de cette mission. Je serai pour ma part extrêmement vigilant pour que chacun à sa place l'accomplisse sans faiblesse, a dit le chef de l'État. C'est sur ces mots que le président de la République a pris congé du 16 août. L'autre grosse actualité du jour, eh bien nous l'annoncions tout à l'heure aussi en titre, eh bien c'est la fièvre Ebola. La terrible maladie continue en effet de défrayer la chronique à la primature. Les principaux acteurs impliqués dans la lutte contre cette fièvre hémorragique ont été réunis ce mardi. Une rencontre présidée par le chef du gouvernement, Christine Pétéki-Aloudet, pour les précisions. Comment renforcer le dispositif d'alerte et de prévention de la fièvre hémorragique Ebola au Togo? La question était au cœur de cette rencontre que le chef du gouvernement, Siliagodji Ahmed-Zounou, a eu avec les différentes cellules et départements impliqués dans la lutte et la prévention contre cette maladie. Des dispositifs de prévention et de riposte ont été mis en place depuis des mois, mais il faut rester mobilisé et éveillé. Et c'est dans cette dynamique que s'est tenue cette réunion présidée par le Premier ministre. Vous savez très bien qu'il y a quelques jours, il y a eu une alerte dans notre pays en raison du fait que les médias internationaux ont annoncé qu'un Libérien serait décédé ou est décédé au Nigeria et qu'il serait patientant en transit à Lomé avant de se rendre à Lagos. Nous avions depuis plusieurs mois mis en place un mécanisme de prévention, de riposte sur la question du virus Ebola. Nous avons, en collaboration avec l'OMS, obtenu un certain nombre de kits. Les différents services qui sont des portes d'entrée ont été sensibilisés, ont mis en place des mécanismes, notamment à l'aéroport, des mécanismes d'alerte. Nous avons mis en place un circuit d'information et d'alerte également. Mais je pense que, en raison de l'évolution des choses, non pas parce que, heureusement, nous avons des cas chez nous, mais parce que nous pensons qu'il est utile désormais de passer à une étape supérieure qui consiste à examiner, dans le fond, tous ces différents mécanismes, à les améliorer et à prendre d'autres dispositions, notamment en termes de leadership au niveau de l'État, pour que les différents services qui sont concernés, avec les ministères qui doivent être impliqués, puissent être au premier rang des activités qui sont menées dans ce cadre. Et donc c'est pour cette raison que ce matin nous sommes réunis. C'est vrai qu'au cours du week-end, il y a eu des réunions de crise au niveau gouvernemental avec les différentes cellules chargées de la riposte, de la prévention et de l'information sur ce sujet. Et nous avons fait un certain nombre de communication avec le secrétaire général du ministère de la Santé et le colonel Saunier, conseiller du président de la République. Mais il est utile que nous fassions le point ce jour et que nous puissions voir de quelle manière nous continuerons le travail d'information, de communication, ensuite les dispositifs mis en place en termes de riposte, tester leur efficacité et puis continuer à travailler sur l'ensemble du territoire pour que nous soyons totalement à jour au niveau des idées, des réflexions sur la gestion de cette crise.
Au-delà de la nécessité de faire le point sur le niveau de préparation au Togo contre le virus Ebola, le gouvernement a voulu impliquer davantage tous les départements concernés dans la lutte. Donc il était ici question de faire le point sur le niveau de préparation de cette épidémie. Et ceci d'autant plus que nous avons eu ce cas qui est décédé au Nigeria et qui aurait transité par le Togo. Donc ceci a réactivé encore tous les dispositifs qui étaient mis en place depuis un certain nombre de mois pour voir comment est-ce qu'il fallait s'apprêter. Nous préparons pour faire en sorte que la maladie ne pénètre pas dans le pays. Et si jamais par malheur la maladie pénétrait, qu'on ait un dispositif de riposte. Tous les membres du gouvernement ont été sensibilisés et sont engagés à apporter leur contribution pour cette lutte. La réunion de très haut niveau que nous venons d'avoir sous la présidence de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, va permettre de formaliser une cellule de coordination de haut niveau, interministérielle, qui prend en compte tous les ministères connexes impliqués dans la prévention et la riposte à la maladie. Elle va permettre également de formaliser la cellule et le comité de gestion technique du ministère de la Santé avec implication des autres ministères pour la prise en charge de la prévention et de la riposte à la maladie à virus Ebola. L'aéroport international Gnassingbé-Yadema constitue l'une des portes d'entrée dans le pays. Les agences de voyage et tous les services de l'aéroport sont déjà sensibilisés. Plusieurs autres mesures ont été également prises pour mettre le Togo hors de danger. Au niveau de l'aéroport, nous avons ce qu'on appelle le centre d'isolement, qui fait que si jamais un cas est détecté, nous l'amenons là-bas dans des conditions de santé et de sécurité pour qu'il ne soit pas en contact avec les autres passagers. Nous avons ce qu'on appelle la cellule opérationnelle de crise. Il y a le thermoscanner en projet. Donc, tout est fait pour qu'on ait une population saine. Et ça, nos plus hautes autorités nous ont donné des instructions que nous appliquons à la lettre. Pour le moment, selon les spécialistes, aucun traitement n'est disponible et le virus Ebola a déjà fait 135 morts en Afrique de l'Ouest ces 2 derniers mois. Un compte rendu de Christine Pété-Kialoudé présenté par Nathalie Ekpanigué. Et dans une large mesure, voyons un peu les efforts fournis au quotidien par le gouvernement en matière de santé des populations. Présentation de ce tableau, Kate Novopo, Esther Laclé. Selon une étude réalisée en 2006, le Togo était l'un des pays qui possédait le moins de mutuelles de santé dans la sous-région. La tendance a été renversée depuis. On peut citer entre autres la subvention accordée aux hôpitaux à travers la prise en charge des personnes vulnérables pour un montant de 825 millions de francs CFA par an. Depuis mai 2010, la césarienne est subventionnée à hauteur de 90% et il s'agit pour l'État togolais de réduire la mortalité maternelle et néonatale. Ceci a permis d'augmenter le taux de césarienne de 2,3% en 2009 et de 4% en 2012, sauvant ainsi des vies de nombreuses femmes et de nouveau-nés. Depuis 2008, pour le compte de la lutte contre le VIH-Sida, les antirétroviraux sont gratuits et la prise en charge du paludisme pour tous les enfants de moins de 10 ans est aussi l'autre initiative encourageante. Le paludisme est la première cause de consultation dans toutes nos structures sanitaires. Et il y a une intensification de la lutte contre le paludisme qui se poursuit. Et prochainement, une campagne de distribution de moustiquaires imprégnés d'insecticides de longue durée d'action va encore se mener pour essayer d'atteindre également la couverture universelle en matière de moustiquaires imprégnés. Il y a également des initiatives qui sont menées pour la chimioprévention du paludisme saisonnier dans des zones qui ont été validées et qui ont donné de très bons résultats. L'engagement du gouvernement togolais pour le développement sanitaire au Togo traduit ainsi sa volonté de faire en sorte que le droit à la santé pour tous soit une réalité au Togo. Comment financer la santé pour une couverture sanitaire universelle? Le gouvernement togolais y a également pensé. Par rapport au financement de la santé, des mécanismes innovants de financement de la santé ont été identifiés et vont pouvoir être mis en application pour augmenter la part de l'État, donc du gouvernement, du ministère dans la prise en charge du financement de la santé et réduire ainsi la part des ménages dans le financement de la santé.
La répartition du financement par secteur se présente comme suit. L'État est le principal fournisseur des soins de santé avec 67% de l'offre et le secteur privé, surtout à but lucratif, fournit 33% de l'offre de soins. Les dépenses totales en santé représentent environ 7% du PIB au Togo et les allocations budgétaires de l'État au ministère de la Santé représentent 5 à 6% du budget de l'État. Le système de santé est relativement bien pourvu en infrastructure. Le Togo compte 941 formations sanitaires et 88% de la population se situe à moins de 5 km d'une formation sanitaire. En 2012, le taux de fréquentation au plan national des services de santé publique était de 34%, en hausse par rapport aux années précédentes, mais très en deçà des 80% au moins attendus. Des efforts restent alors à faire. En ce qui concerne le VIH-Sida, nous aspirons à une couverture universelle également pour augmenter le nombre de personnes éligibles au traitement antirétroviral dans le prochain round de VIH-Sida qui va également démarrer. Pour la tuberculose, qui est également une maladie pour laquelle nous avons d'énormes défis, il s'agit d'améliorer les capacités de diagnostic, mais aussi les capacités de traitement de la tuberculose. Tout ceci fait partie de la continuité dans l'action en matière de couverture de maladies. Il y a les maladies non transmissibles qui font également l'objet aujourd'hui d'une préoccupation mondiale et le Togo est déjà félicité par rapport à la sous-région. Cependant, l'assurance maladie obligatoire couvre moins de 10% de la population. Il serait donc bénéfique d'étendre au plus vite l'accès à l'assurance maladie aux groupes les plus vulnérables. Et on revient dans la foulée sur la menace que constitue précisément le virus Ebola, cette maladie extrêmement infectieuse qui est la plus meurtrière. Dans la plupart des cas, la maladie entraîne le décès du sujet. On s'arrête donc ce soir encore sur les manifestations de cette maladie. Quelles sont les mesures préventives mises en place? C'est un dossier de la rédaction dossier signé Charlotte Moussimé. La maladie a déjà causé un nombre important de décès dans la sous-région, la fièvre Ebola. Le virus Ebola s'introduit dans la population humaine par contact étroit avec le sang, les sécrétions, les organes ou les liquides biologiques d'animaux infectés. La maladie se transmet essentiellement d'une personne malade à une personne saine. Plusieurs signes cliniques permettent de l'identifier facilement. Les signes peuvent être regroupés en deux catégories. Il y a un groupe de signes qu'on peut retrouver en début de la maladie et puis un groupe de signes qu'on retrouve à un stade plus avancé. En début de la maladie, le premier signe le plus fréquent qu'on rencontre, c'est la fièvre. Une fièvre qui apparaît brutalement, qui s'accompagne de fatigue intense, les maux de tête, les nausées. À un stade plus avancé, s'installent les troubles digestifs qui sont faits de vomissements. Alors, les vomissements, c'est des vomissements qui peuvent s'accompagner ou non de sang. Très important. C'est pas parce que on a toujours parlé de la fièvre hémorragique et tout cela, les personnes peuvent vomir, faire Ebola sans qu'ils émettent du sang. Ça existe. Donc les vomissements peuvent contenir ou ne pas contenir du sang. Le deuxième trouble digestif, c'est la diarrhée. Cette diarrhée aussi qui est abondante peut s'accompagner ou non du sang. C'est à un stade très avancé, le malade peut saigner du nez, il peut saigner de la bouche et où il peut saigner d'autres muqueuses. Les rites funéraires au cours desquels les parents et amis du défunt sont en contact direct avec la dépouille peuvent également être un canal dans la transmission du virus. À ce jour, il n'existe aucun traitement spécifique contre Ebola. Des mesures préventives s'imposent. Les mesures doivent être prises à deux niveaux. Au niveau de la contamination entre animal et homme. Et puis la contamination interhumaine. Alors, à la première étape, c'est toujours un animal. C'est à partir d'un animal, précisément un animal sauvage. C'est par cet animal-là que le chasseur ou bien celui qui rentre en contact avec la bête attrape la maladie. Donc à ce niveau, qu'est-ce qu'il faut faire? Simple chose, éviter de rentrer en contact ou de consommer cette viande-là. Maintenant, en dehors de ça, il y a les dispositions classiques d'hygiène qui sont très importantes à observer
il est dans un milieu où il a le cas déclaré, surtout se laver les mains. Dans ses efforts de faire barrière à cette maladie hautement contagieuse et très mortelle, le gouvernement togolais a mis en place un centre d'isolement au CHU Campus pour prendre en charge d'éventuels cas. Le numéro vert 111 est toujours fonctionnel pour signaler les sujets qui présenteraient les symptômes de la maladie. Aussi, une cellule communicationnelle dénommée IEC, Information, Éducation, Communication, a-t-elle été mise en place pour sensibiliser la population, fournir les informations nécessaires et faire le point sur l'évolution de l'épidémie. Il est 20h25. Autre sujet évoqué ce soir, cette étude pour la recherche d'une stratégie de compétences pour le Togo, étude lancée ce matin à l'université de Lomé par le Premier ministre. Il s'agit précisément d'évaluer le système d'enseignement supérieur au Togo et d'en faire, in fine, un système qui met en adéquation les formations et les offres sur le marché de l'emploi. Il sera Théo pour les précisions. Le taux de chômage des jeunes au Togo est de 28,6%. C'est la preuve de l'existence d'une inadéquation de leur formation et de leurs compétences aux besoins actuels du marché du travail. Soucieux de valoriser le capital humain et de faire face à la problématique de démographie galopante, le gouvernement Ahmed Zounou ne baisse pas la garde. Il est à la recherche d'une stratégie de compétences pour le Togo à travers une étude lancée ce jour et confiée au Centre de développement de l'OCDE. Nous allons discuter avec des experts de différents horizons sur quelles sont les principales forces et faiblesses du système d'enseignement supérieur par rapport au marché du travail et la capacité à établir un lien entre le système d'enseignement supérieur et le marché du travail au Togo. Et dans le cadre d'une analyse ou d'une méthodologie innovante, nous allons arriver à la fin de ce séminaire demain à établir quels sont les principaux enjeux pour le pays, et après nous allons réfléchir à quelles sont les meilleures réponses de politique publique par rapport à ces enjeux. La vision du chef de l'État Fonia Singbe de faire du Togo un pays émergent à l'horizon 2030 sous-tend les différentes initiatives du gouvernement. Des études sur le devenir de l'université, sur les rapports que ce temple du savoir doit entretenir avec le monde du travail et sur ses capacités à apporter des réponses aux demandes sociales ont été commanditées. La stratégie innovante que propose l'Organisation pour la coopération économique et le développement OCDE va permettre de renforcer les acquis du ministère de l'enseignement supérieur dans ses démarches vers la refondation des universités du Togo. C'est de pouvoir arriver effectivement à mieux mettre en adéquation les politiques économiques, les politiques liées au travail et les politiques liées aux formations, au développement des compétences réelles permettant à notre pays de effectivement atteindre ses objectifs d'émergence. L'étude a été donc lancée par le Premier ministre Artem Silabodi Aoumezumo. Pour lui, l'approche novatrice de l'OCDE sera d'un grand intérêt pour le Togo, engagé dans une nouvelle dynamique d'élaboration de nouveaux schémas de formation de la jeunesse. Nos pays en développement sont restés en marge d'une économie mondiale hautement concurrentielle, en raison de leur système éducatif peu préparé à concilier les formations données et les attentes de la société, à établir un bon partenariat entre l'université et le monde du travail, à participer à la création efficiente et à l'utilisation compétitive du savoir. Il faut noter que toutes les évaluations du système éducatif togolais, déjà réalisées, entre autres le plan sectoriel d'éducation et le conseil présidentiel sur l'avenir de l'enseignement supérieur et de la recherche, permettent globalement à notre système éducatif de faire un saut qualitatif. Et je tiens à saluer la valeur ajoutée du présent projet de l'OCDE, qui revêt assurément une approche novatrice. Je puis, pour ma part, vous assurer de tout le soutien du gouvernement qui ne ménagera aucun effort pour tenir ses promesses. Le gouvernement entend jouer pleinement sa partition en appuyant nos universités et autres établissements d'enseignement supérieur dans leur apport potentiel dans toutes nos stratégies de développement économique et social par la valorisation, bien entendu, de toutes les compétences. Il faut donc se réjouir de ce que, sous l'impulsion du président de la République, le gouvernement ait cette vision de rendre l'enseignement supérieur et la recherche au Togo plus novateur, plus sensible aux besoins d'une économie du savoir, concurrentielle à l'échelle mondiale, et de les mettre en ordre de bataille pour gagner le pari d'une mutation socio-économique remarquable
dont les fruits ne peuvent que tirer significativement tout le pays vers le haut, pour le plus grand bien de sa jeunesse. La stratégie de l'OCDE sur les compétences est élaborée il y a seulement 2 ans. Sa mise en œuvre entre dans le cadre du plan décennal pour l'éducation 2010-2020 du Togo. Cette stratégie novatrice a déjà cours dans les pays comme l'Autriche, la Corée du Sud, l'Espagne, le Portugal et la Norvège. En Afrique, le Togo fait office de leader des pays en développement. On vient de l'entendre, ce travail d'évaluation de notre système d'enseignement supérieur s'appuie sur l'expertise de l'Organisation de coopération de développement économique, l'OCDE. Sa responsable, Madame Rose Akuche, a eu auparavant échangé avec le Premier ministre Artem Seliagodi Ormezoulou. C'était ce matin à la primature au cours d'une audience à elle accordée par le chef du gouvernement. Les précisions au micro de Christine Picheki-Aloudé. On a remercié son Excellence pour sa participation au lancement du séminaire. C'était important pour nous. Ce projet, c'est une idée qui découle de la visite de la délégation togolaise à l'OCDE en 2012. Donc nous voulons le remercier pour son soutien et nous voulons lui présenter aussi la suite du projet qui va aboutir, comme mon collègue l'a présenté ce matin, à des recommandations politiques. L'atelier qui continue jusqu'à demain. Après-demain, nous allons avoir des rencontres bilatérales avec les experts, c'est-à-dire plusieurs partenaires comme l'ANPE, le patronat, l'UNESCO, toutes les institutions impliquées dans l'éducation supérieure au Togo, dans les problèmes d'emploi au Togo, et à partir de là, nous allons recueillir leur avis parce que nous voulons que ces études soient faites à partir des réflexions de chacun d'entre nous pour que ce soit un projet de consensus. Et donc, à partir de là, nous allons repartir avec, d'ici vendredi, avec tous ces éléments. Nous allons continuer à travailler là-dessus et nous reviendrons en janvier pour des enquêtes bilatérales sur le terrain. Et vous l'aurez déjà remarqué, ce journal déborde un tout petit peu en raison justement de la densité de l'actualité. Mais cela dit, on en vient maintenant au processus d'élaboration des budgets, programmes et des politiques publiques. Ça concerne les différents départements ministériels. Le processus avait été lancé, rappelez-vous, en mars dernier. Et pourquoi donc on en parle ce soir? Eh bien, c'est parce que c'était à la faveur de cette rencontre. Vous allez le voir, elle a eu lieu depuis ce matin à Lomé pour peaufiner les avant-projets de ce processus. Carben Madiakapo. Pour se conformer aux directives de l'UMOA portant loi de finances et code de transparence au sein de l'Union, il a été demandé à chaque département ministériel de présenter son projet de budget sous forme de budget-programme. Ce qui a permis, depuis mars dernier, à certains ministères de produire leur projet de politique publique et de budget-programme pour la période 2015-2017. Il revient donc aux consultants du cabinet ICDI de finaliser avec les agents des différents départements ministériels les travaux entrepris en vue de consolider les bases de développement du pays. Il s'agit de revoir les documents présentés par les fonctionnaires, les voir un à un, rencontrer chacune des équipes et répondre à leurs questions. Améliorer le document, je vais faire des notes très très précises pour leur dire, voyez ici, j'ai l'impression que l'indicateur de performance n'est pas l'idéal. Ou ici, vous voyez, vous avez séparé en 3 programmes. Est-ce que vous êtes bien sûr que c'est 3 programmes qu'il faut faire? Peut-être que c'est 4. Voilà ce que je vais faire. Au total, 19 ministères sont concernés. La méthodologie a consisté à produire des documents intermédiaires, la chaîne des résultats et le plan de suivi-évaluation. C'est pourquoi, selon le ministre en charge de l'économie, tous les moyens doivent être mis en œuvre au niveau de tous les acteurs pour faire du Togo un pays émergent dans les 20 prochaines années. Le budget programme est un document qui précise comment les moyens sollicités par chaque département seront utilisés pour atteindre les objectifs fixés. Il établit les liens entre les objectifs de politique publique, les programmes et les dépenses budgétaires. Des dispositions techniques sont en train d'être prises pour lancer l'application progressive de ces réformes introduites par les budgets programmes. Je veux citer l'extension progressive du système de gestion des finances publiques, système intégré,
au ministère et son paramétrage en vue de l'adapter au budget programme. Le contrôle financier sera également déconcentré dans les ministères qui seront prêts à exécuter leur budget selon la logique de performance. L'adoption des politiques publiques et budget programme permettra au Togo de respecter la déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide publique au développement et le plan d'action d'Accra qui pose des exigences de transparence et d'efficacité dans la gestion des finances publiques en conformité avec les standards internationaux. Et avant de clore cette édition, sachez que nous sommes mardi aujourd'hui et vous suivrez tout à l'heure à partir de 21h15 le magazine Santé d'abord. Au menu ce soir, les méthodes de planification familiale masculine. À part le condom, il y a la vasectomie qui est un moyen de contraception pas très connu de la population. À quoi consiste donc cette méthode? Des éléments de réponse tout à l'heure dans le magazine Santé d'abord. Mais d'abord cet extrait dans ce reportage de Sandra Ziabé. Pour mieux planifier l'espacement des naissances, plusieurs méthodes contraceptives sont mises au point, notamment la pilule, les spermicides, le stérilet et l'implant, qui sont des méthodes de contraception féminine. Mais aujourd'hui, on veut impliquer ou exhorter aussi les hommes à s'investir dans la planification familiale grâce à la vasectomie. La vasectomie consiste à isoler les deux canaux différents, à les ligaturer, puis les sectionner. Les canaux différents ont pour rôle de transporter les spermatozoïdes qui sont fabriqués au niveau des testicules vers l'urètre pour être associés aux autres sécrétions des glandes séminales, la prostate et les glandes de Cooper pour constituer ensemble le sperme. Donc, quand on réalise une vasectomie, ça veut dire que la personne peut émettre le sperme, mais dans le sperme, il n'y aura plus de spermatozoïdes, puisque c'est le spermatozoïde qui détermine ou bien qui féconde l'ovocyte chez la femme pour entraîner la formation de l'embryon. La ligature et la section des canaux différents n'entennent pas, n'a pas de répercussion sur la virilité de l'homme. Fin donc de cette édition, la question de la réforme de l'armée togolaise a été de nouveau évoquée ce matin à Kara, au camp général Eyadema, au camp général Ameyi de Kara. Le chef de l'État y a encore réitéré sa volonté de refonder les forces armées togolaises. C'était devant officiers et hommes de rang. Nos programmes ce soir, la météo, tout de suite après les infos, Cléo Sabine Poko pour les prévisions, 22h50, journal de l'économie, le défi de la bancarisation et le développement de l'Afrique avec Mathias Tougou et son invité. Pourquoi le taux demeure faible et comment renverser la tendance pour mieux financer les économies de la sous-région ouest-africaine? La réponse dans une vingtaine de minutes. Donc 21h15, nous l'annoncions tantôt, le magazine Santé d'abord, Carole Peto à Fanguedi, 22h30, nos dernières infos, Isidore Koubatine. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Paris, à Bruxelles, New York et partout ailleurs dans la diaspora sur la télévision togolaise. Et comme d'habitude, toujours fidèlement. Excellente fin de soirée.